Free audio post-production by alphonic.com. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Je suis Sacha et je suis passionnée de théâtre et spectacle en tout genre. Sur ce podcast, je reçois à mon micro des personnalités du monde du spectacle. Comédiens, metteurs en scène, auteurs ou autres, l'idée, c'est de vous faire découvrir les coulisses de ce monde où tout n'est pas que paillettes. Cette fois-ci, j'ai eu la chance de recevoir à mon micro Michael Hirsch. Et ça faisait très longtemps que je voulais l'avoir en interview. Michael est comédien, humoriste et auteur. Il a écrit et joué plusieurs seuls en scène qui s'appellent Pourquoi et Je pionce donc je suis, et débarque à Avignon cette année avec sa toute nouvelle création, Y a de la joie. Dans cette interview, Michael m'a raconté son parcours atypique, m'a parlé de ce nouveau spectacle beaucoup plus personnel que les précédents, mais aussi de sa manière de créer des personnages et de plein d'autres choses que je vous laisse découvrir. J'ai adoré ce moment en compagnie de Michael et j'espère que cette interview vous plaira autant qu'à moi. Alors bonne écoute! Bonjour Michael. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi de ton invitation. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît? Bien sûr. Chers auditeurs, je m'appelle Michael Hirsch, je suis auteur, comédien et humoriste. Et ça, c'est le cœur de mon activité et c'est pour ça que je suis là, j'imagine. Et oui, tout à fait. Voilà. Et donc, tu as un parcours un petit peu atypique puisque tu as fait une école de commerce. Yeah. Et comment ensuite t'es tombé dans le milieu du théâtre? Alors, j'ai tendance à dire que l'école de commerce est quand même le plus direct chemin vers le métier de clown. Sauf que, il y en a plein qui le font après en entreprise. Moi, j'ai décidé de le faire sur scène. Comment je suis tombé dedans? En fait, j'aime la scène depuis petit, depuis très petit aussi. Je sais que faire rire les gens est quelque chose qui me fait beaucoup de bien et j'adore ça. Et dès qu'il était possible de monter sur une scène, de faire des spectacles, de jonglage, d'imitation, de n'importe quoi, je crois que je le faisais. Et puis, en fait, je me suis tourné vers une école de commerce parce que je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Et je voulais surtout ne pas me fermer de porte. C'était ça qui m'importait. Comme l'école était quelque chose qui me plaisait plutôt, j'étais très curieux, j'aimais apprendre. J'ai fait une prépa et puis après j'ai fait une école de commerce et je me suis dit, là, je me fermerai pas trop de portes. Et puis, déjà à l'adolescence, je prenais des cours d'impro, ça me plaisait beaucoup, beaucoup. Et en école de commerce, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui faisaient du théâtre et puis et de côtoyer un peu plus le théâtre classique en compagnie avec plein de gens sur scène, de délaisser aussi un peu, enfin de mettre de côté un peu l'impro. J'étais à Reims et il y avait un partenariat comme ça avec la Comédie de Reims, qui est un centre dramatique national, qui était dirigé à l'époque par Emmanuel de Marcy-Motta. Et c'était incroyable de découvrir tout ça et de voir aussi l'envers du décor, le côté professionnel de ce métier, ça m'attirait beaucoup. De pratiquer aussi le théâtre sur scène avec une troupe amateur. Et puis sur la fin de mon école de commerce, je sentais que le monde de l'entreprise allait pas forcément m'épanouir tant que ça. En tout cas, j'avais envie d'essayer autre chose et j'ai eu la chance de pouvoir écrire et jouer mon premier spectacle. Et j'ai fait ça en école de commerce. C'est ce qui m'a permis de dire à mes parents, papa, maman, merci beaucoup de m'avoir payé cette école de commerce, mais en fait, je veux faire autre chose. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui me soutenaient et qui m'ont dit, bon, bah, ok, mais simplement à une condition, c'est que là, tu as appris un métier en école de commerce, tu veux en faire un autre, pas de problème, mais probablement que ce métier s'apprend aussi. Et ça a été vraiment un conseil très, très précieux qui m'a été donné par mes parents à ce moment-là. Et j'ai cherché une école de théâtre qui pouvait m'accueillir et qui me plaisait. Et puis j'ai vu un documentaire sur Fabrice Lucchini où il était en échange avec son professeur, son maître de théâtre qui s'appelle Jean-Laurent Cochet. Et j'ai postulé pour rentrer chez Jean-Laurent Cochet. J'y suis resté 2 ans et demi. C'était une époque où Jean-Laurent Cochet enseignait encore. Il était encore vivant, il était en forme. Et ça a été vraiment 2 années et demie très, très intenses. C'est lui qui m'a donné le goût de la lecture, le goût du répertoire, parce que jusque-là, c'était pas trop mon truc. Et puis j'ai beaucoup appris à ce moment-là. Et après, j'ai basculé sur la fin de mon enseignement chez Cochet. J'ai senti qu'il y avait un moment, il fallait que je fasse de la scène, vraiment. Que j'avais appris plein de choses. Et puis à un moment, il fallait que je le mette en enfin, que
que je joue, voilà, sur scène. Comme un peu des artisans, quoi. Notre métier, en tout cas aujourd'hui, ce que j'en pense, c'est que c'est un métier d'artisan, c'est-à-dire que on peut apprendre auprès d'un maître pendant longtemps, connaître toute la théorie, etc. Et il y a un moment, en fait, il faut mettre les mains dans le cambouis, le faire, en ayant du public devant soi, avec tout ce que ça peut apporter de peur, de bide, de joie immense. Et voilà, et c'est comme ça qu'en fait, j'ai créé ce premier spectacle qui a été mon premier solo, qui s'appelle Pourquoi. Voilà. Et qui a connu une ascension fulgurante. Ah ouais, c'est un spectacle avec lequel j'ai vraiment eu une chance extraordinaire. Et je dis une chance parce que en fait, démarrer une carrière de comédien en pouvant jouer beaucoup, c'est rarissime. Et bah, comme je le disais là pour l'artisan, c'est une chance immense, quoi. C'est merveilleux. Et c'est un spectacle effectivement que j'ai joué pendant quasiment 10 ans. J'ai fait plus de 500 représentations de ce spectacle. Et j'ai beaucoup grandi grâce à ce spectacle. C'est un spectacle qui m'a fait jouer dans plein de salles à Paris, dans plein de salles en province. J'ai fait 3 festivals d'Avignon avec. Ça m'a permis de me faire connaître sur les réseaux sociaux, de me faire connaître en radio et de devenir chroniqueur radio aussi. Donc ça a été vraiment une sorte de... Ça a été ma carte de visite, en fait, pendant toutes ces années-là. Et c'était une chance merveilleuse. C'est un spectacle pour lequel j'ai encore énormément d'affection. J'ai arrêté de le jouer il y a 2 ans maintenant. Et par chance, il existe maintenant en VOD. Il est sur Canal+. Et ça a été très important pour moi, en fait, qu'il existe en physique. Parce que en fait, le métier de comédien et encore plus, je trouve, d'humoriste, c'est qu'en fait, on est une sorte d'artisan de l'éphémère. C'est en fait, on fait exister un moment. Et alors, pourquoi je dis encore plus humoriste, c'est qu'en fait, une blague, ça existe une fois avec une personne. C'est ce qui fait la différence entre une bonne blague et une blague lourde. C'est qu'à partir de la 2e fois, souvent, ça devient une blague lourde, parce que la surprise n'est plus au rendez-vous. Donc en fait, on est artisan d'un truc très très éphémère. Et ça veut dire qu'on enchaîne les soirs comme ça, en essayant de mettre de côté ce qui s'est passé la veille pour tout refaire le lendemain. Et le fait d'avoir une vidéo de ça, de pouvoir le voir sur grand écran, et de se dire, tiens, ce spectacle, il existe pas que dans les souvenirs. Et c'est merveilleux que ça existe dans les souvenirs, dans les mémoires. Quand j'ai la chance d'aller jouer à Avignon, j'ai souvent des spectateurs qui me rappellent qu'ils sont venus voir les spectacles. Là, j'étais en rodage avec mon nouveau spectacle. Bon, je pense On va en parler, bien sûr. De voir qu'il y a du public qui me suit depuis ce premier spectacle. C'est merveilleux de réussir à conserver un souvenir chez les gens, quoi. C'est très, très touchant. Et en même temps, d'avoir un objet qui existe, même si, bon, bah, c'est du numérique maintenant, mais avoir un objet qui existe, ça a énormément compté. Et ça a été une sorte d'apothéose pour moi de me dire, tiens, ouais, il existe. Vraiment, enfin, il existe sur le grand écran maintenant aussi, ce spectacle. Et ton truc à toi, c'est les jeux de mots. Ouais. T'en fais depuis que t'as quel âge? Depuis que je me souviens que j'existe. C'est vrai? Ouais, je crois que mon cerveau est foutu comme ça. Il y a le plaisir des mots dans ma tête un peu en permanence, à la recherche d'un jeu de mots, d'un truc. Il y a une sorte de caisse de résonance avec des petits bonhommes qui jouent dans ma tête, qui jouent tout seul. Et parfois, je suis un peu spectateur de ce truc-là, ce qui fait que j'ai toujours beaucoup de mal à me concentrer sur tout ce qui se passe parce que j'écoute toutes les conversations en même temps. Il y a tout qui me parvient et puis ça joue. Mais ouais, j'ai des souvenirs comme ça, enfant, de m'amuser comme ça avec les mots. Puis après d'avoir découvert les Dominiques du Peuple, évidemment Raymond DeVos, etc. Et d'avoir pris beaucoup de plaisir à cette chose-là, de m'amuser avec la langue. Il y a, je crois, dans ma famille, un plaisir des mots. Euh, je crois que mes parents m'ont transmis le plaisir de m'exprimer, le plaisir de trouver le mot juste aussi. Et c'est une grande chance, en fait, de m'avoir offert probablement un des plus beaux cadeaux qu'on puisse offrir à quelqu'un parce que ça veut dire qu'en fait, on lui offre la possibilité de la nuance et de se comprendre et d'essayer de se faire comprendre aussi les autres. Donc, c'est quelque chose qui a toujours beaucoup compté. Et alors, c'est marrant parce que je crois que c'est un peu par phase. C'est vrai que mes 2 premiers spectacles étaient très portés sur le jeu de mots. Celui-là, un petit peu moins. Ah, ouais, tu vas découvrir ça. Ouais. Celui-là, un petit peu moins. Il y en a encore un petit peu, mais il y a un petit peu moins de jeux de mots. Moi, je prends toujours autant de plaisir à en faire. Et là, en fait, je suis parti dans un chemin. Je me suis laissé la possibilité vraiment de créer. Je me suis pas imposé le fait de me dire ça sera des jeux de mots ou ça sera ça. J'avais juste une idée de thème et je me suis dit tiens, je vais creuser ce sujet-là et on verra ce qui adviendra. Et puis, j'ai eu l'impression de partager tellement de choses aussi avec les spectateurs un peu différentes d'habitude que, bah, je sais pas, les jeux de mots sont pas venus et pourtant,
Et c'est ça qui me faisait très plaisir parce que quand j'ai terminé d'écrire, je me suis dit: «Oh, il y a pas beaucoup de jeux de mots, tiens». Et j'ai eu un peu peur, en fait, et en fait, les spectateurs qui sont venus et qui connaissaient mon travail jusque-là sortent ravis de voir aussi autre chose ou une autre facette de ma personnalité, une autre facette de mon humour. Ça rit toujours, beaucoup, beaucoup, mais le cœur du réacteur, c'est plus les jeux de mots. Mmh. Voilà. Justement, tu nous as fait un bon teasing. Ouais. Parce qu'il y a de la joie, donc sera au Festival d'Avignon au Théâtre des Lucioles. Ouais. Est-ce que tu peux nous pitcher le spectacle, justement? Ouais, bah, c'est un peu mon histoire, enfin, c'est complètement mon histoire. C'est un spectacle qui est vraiment très personnel et très intime aussi. Je crois qu'il est pas impudique, mais en tout cas, je parle beaucoup je parle beaucoup de ouais, je parle beaucoup de moi. Et en fait, le point de départ de ce spectacle, c'est le thème de la joie de vivre. C'est quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps et je me disais: «Tiens, c'est quand même super curieux». Il y a des gens pour qui ça paraît totalement évident, la joie de vivre. Et des gens pour qui ça paraît moins évident. Et tout ça me paraissait extrêmement mystérieux. Je me suis dit: «Bah, si c'est mystérieux, c'est merveilleux». Et donc le pitch de ce spectacle, c'est: est-ce qu'on peut apprendre la joie de vivre en une année? C'est le défi que je me suis lancé et c'est cette quête-là que je viens raconter aux spectateurs. Et moi, j'aime beaucoup apprendre, j'aime beaucoup me documenter et ce spectacle est très documenté. Je me suis donné 1 an pour l'écrire, comme, 1 année pour apprendre, la joie de vivre et sur cette année d'écriture, j'ai passé 8 mois à me documenter et donc j'ai lu vraiment beaucoup, beaucoup de choses sur les questions de la joie de vivre, le bonheur, les émotions, du développement personnel, mais aussi, de la sociologie, de l'anthropologie, des neurosciences, de la psychologie et j'ai essayé de mêler tout ça, en fait. Donc c'est la quête de ce personnage qui, à la fois, se questionne et rentre dans une forme d'introspection, de se dire: «Mais pourquoi? Pourquoi pour moi, c'est pas si évident que ça, la joie de vivre, alors que, bah, ma femme, c'est super évident, mon meilleur ami, c'est super évident. Pourquoi pour moi, ça l'est pas, en fait? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à un moment?» Et puis de venir, au milieu de tout ça, ramener aussi du savoir, des explications. Je me suis rendu compte, par exemple, que le mot «joie de vivre», l'expression «joie de vivre», c'est français. Nous Mmh. sommes les inventeurs de la joie de vivre. Alors, quand je dis «nous», c'est essentiellement Flaubert, mais nous sommes tous les descendants de Flaubert. Tu veux Heu, dire ces râleurs de français? exactement. Incroyable! Mais oui, mais c'est assez incroyable, en fait. Et je pense en même temps que c'est ça qui m'intéresse dans la joie de vivre. C'est-à-dire que cette question du bonheur, de la joie, c'est quelque chose qui est très au cœur de mes réflexions depuis longtemps. Et par exemple, j'ai pratiqué énormément le développement personnel dans ma vie. J'ai lu beaucoup, j'ai essayé de mettre en place plein de trucs. Et je me rendais compte que plus j'essayais de d'être heureux, et moins ça marchait, le développement personnel. Bon, il s'avère que depuis, j'ai lu plein d'études qui montrent que c'est comme ça pour quasiment tout le monde. Ah! Ouais. OK. Il y a il y a plusieurs études qui montrent que plus on cherche le bonheur, plus on s'en éloigne. Heu et ça m'a fait beaucoup réfléchir à cette notion de bonheur telle qu'on l'entend dans notre société, qui serait une sorte d'état stable d'extase. Hem et en fait, c'est impossible. Pardon, je vous spoil, sur le sujet, mais c'est impossible, c'est une vue de l'esprit. En fait, notre cerveau n'est pas foutu pour ça. Notre cerveau n'est pas foutu, enfin, pour être dans une forme d'extase permanente. Non, il est fait pour osciller. Il y a une sorte d'équilibre à trouver et ce sur quoi on peut travailler, c'est que cet équilibre, il soit le plus haut possible. Voilà. Mmh. Ça, c'est une chose sur laquelle, effectivement, on peut essayer de faire évoluer les choses, mais par contre, être dans un bonheur comme on nous le décrit dans les magazines ou sur Instagram, c'est, physiologiquement pas possible. Et et je me suis beaucoup questionné là-dessus, c'est-à-dire parce qu'en fait, on nous le vend à longueur de journée. C'est un des mots qui est le plus utilisé en publicité, c'est un des mots qui est le plus utilisé sur, Instagram et c'est tout ce qu'on vient chercher quand on swipe sur notre téléphone. Et en fait, bah, c'est pas c'est trompeur et ça rend malheureux, cette quête effrénée du bonheur. Là où je trouvais que dans la joie de vivre, il y avait quelque chose de plus intéressant, en tout cas, c'est ce que je pressentais, c'est qu'en fait, la joie de vivre, c'est quelque chose qui préexiste. C'est quelque chose dont on se dit: «OK, la vie, ça va être dur, mais d'abord, c'est formidable». Mmh. C'est très à contre-courant de ce qu'on entend aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, justement, avec le développement personnel et la quête du bonheur, on a l'impression qu'il faut faire plein, 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 plein de choses et qu'à la fin, on aura le bonheur. Comme si c'était,
un schéma d'école où on se disait, bah, si tu fais tout bien, tous tes exercices, tu fais ta méditation, ta relaxation, etc., ça, à la fin de l'année, tu auras ton diplôme du bonheur. Et ce qui est formidable, c'est que quand on est diplômé, on l'est pour la vie. Bon, ça fonctionne pas comme ça, mais c'est aussi, pour, plein de chercheurs, c'est aussi selon un modèle, très, religieux. C'est-à-dire qu'en fait, on souffre, on souffre, on souffre, on souffre et à la fin, on aura le paradis. Modèle, très chrétien pour le coup. Hem Et en fait, le bonheur a été construit comme ça. Il y a plein de chercheurs et sociologues qui considèrent que le bonheur du développement personnel, c'est un peu l'équivalent du paradis dans la religion. Et je trouvais ça très frappant. Moi, ça me parlait beaucoup. Il y a un truc que c'est venu réveiller et je me suis dit: «Ouais, je vais creuser ce truc-là» et puis qu'est-ce que c'est les émotions, en fait? Parce qu'on se rend compte, j'ai l'impression de plus en plus que notre monde, est un monde que d'émotions. On est en train tous, j'ai l'impression de vriller et d'abandonner totalement notre raison et que ce soit qu'un manque d'émotions. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Pourquoi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? C'est quoi les émotions?» et cetera et en fait, j'ai essayé de mettre tout ça dans un spectacle. C'est un challenge, colossal, arrivé à la fin de ces 8 mois de documentation, j'avais 700 pages de notes de mes Ah ouais. lectures. Je me suis dit: «OK, maintenant j'en fais quoi?» Et il fallait que ce soit drôle, en plus. Et j'avais envie que ce soit Ouais. drôle. Après, c'est toujours difficile de se fixer ça comme règle et Ouais. quand même, je me suis dit: «C'est probablement un des seuls trucs que je m'impose, c'est que ce soit drôle». Hem Et puis voilà et puis j'ai écrit ce spectacle et je suis parti en tournée de rodage, depuis, janvier et j'ai fait 6 mois de rodage de ce spectacle. Au bout de 3 mois, en fait, j'ai commencé dans des cafés-théâtres. Je pressentais que ce spectacle, il serait intime et donc j'avais envie de le démarrer dans des lieux intimes. Pour, vraiment avoir la sensation de ce qui fonctionne avec les spectateurs ou ce qui fonctionne pas. Parce que justement, c'était un challenge colossal de se dire: «Je vais faire un spectacle d'humour, il y aura plein de savoir, il y aura plein d'introspection dedans et une histoire, des personnages. Jusqu'où je peux emmener les Mmh. spectateurs?» Et vraiment le premier soir quand je suis rentré sur scène, je me suis dit: Bon, bah, ça se trouve, on va arrêter au milieu» parce qu'au milieu, les gens vont dire: «Stop! Oh, ça nous intéresse plus, il y en a trop» et en fait, ça a fonctionné dès le démarrage, avec, plein d'améliorations à faire, hein, évidemment, mais dès le démarrage, les gens sont partis avec moi dans cette histoire et je suis très, très, je suis très heureux, enfin, je suis très joyeux, du résultat parce que j'ai l'impression d'avoir touché du doigt quelque chose de très profond, heu, chez les gens. En fait, quelque chose qui leur parle. Plus je faisais mes recherches et plus je me disais: «Waouh, j'ai l'impression qu'on nous la manière avec laquelle on nous parle de la vie, avec laquelle on envisage la vie aujourd'hui est très éloignée de ce qui importe réellement dans nos vies». Mmh. Et c'était un peu l'envie avec ce spectacle, le propos de ce spectacle, heu et j'ai l'impression que ça fonctionne et ça fonctionne chez plein de gens. Alors ça, c'était aussi, une des grandes craintes. Je me disais: «Mais est-ce que ça va fonctionner que sur une partie du public ou une autre?» et cetera et bah, non et ça marche, sur les personnes, âgées, ça marche sur les jeunes. Ça, c'était un truc qui m'importait beaucoup parce que en fait, quand, je commence à écrire un spectacle, j'essaye de récolter un faisceau d'indices pour me dire: «Ouais, c'est un bon thème». C'est ce que j'avais fait sur le sommeil pour, Je pionce donc je suis et c'est ce que j'ai fait sur la joie de vivre. Et par exemple, il y avait une chose qui moi me bouleverse encore aujourd'hui et qui me bouleversait encore plus à l'époque, c'était de me dire: «On est dans un monde où quand on est jeune, c'est très dur». C'est-à-dire les 15-30 ans aujourd'hui, il y a encore, une statistique qui est parue là il y a 2 jours, il y a une hausse, absolument énorme d'hospitalisation des jeunes femmes, pour des sujets psychiatriques, des problèmes enfin de santé mentale Mmh. et je me dis: «Ouais, il y a quand même quelque chose là chez les 15-30 ans, c'est-à-dire que, qui est vraiment, très difficile» et j'ai l'impression qu'on le prend pas à bras le corps. Hem Et le prendre à bras le pour moi, le prendre à bras le corps, c'est en faire un enjeu collectif. C'est-à-dire se dire: «Bah, en fait, on a tous quelque chose à c'est un peu notre responsabilité à tous» et c'était très important pour moi parce que pour moi, la joie de vivre, c'est aussi ça. C'est-à-dire que c'est sûr, je comprends parfaitement que pour des gens qui aujourd'hui, rentrent dans l'adolescence ou sont des jeunes adultes, le poids qu'ils ont sur les épaules est très important, que la vision qu'ils ont de l'avenir, est très obscurcie et en fait, je vais me dire, enfin, je me posais la question, je me disais: «Mais est-ce que c'est foutu? Est-ce que Mmh. franchement cette joie de vivre, en fait, on en parlera dans 200 ans, on en parlera et ce sera une pièce dans un musée, ce sera la pièce de la joie de vivre». Alors, vous voyez, ça existait à l'époque. Alors aujourd'hui, on est tous, déprimés, en colère, indignés et cetera. Mais à l'époque, il y avait de la joie de Oui. vivre. C'est un truc qu'on a inventé au milieu du 19e siècle en France. Ça a duré 150 ans et puis hop, ça a disparu. Hem Et donc voilà et de réussir
à mettre tout ça en commun et d'avoir ce public large. C'est-à-dire que ce spectacle, il parle du fait d'être fils de ses parents, du fait d'être papa, enfin de la paternité. Il parle de la société qui nous entoure. Il parle de choses très intimes, le rapport qu'on peut entretenir à ses propres émotions. Et voilà, et ça parvient au spectateur. Ça m'a beaucoup touché. Ça fait rire. Les gens rient vraiment beaucoup. Et ça aussi, j'en avais très très peur. Je m'étais dit, ouah, c'est tellement perché ce que tu as écrit. Ça se trouve, ça ne fera rire personne. Et ils vont tous te regarder en me disant, ouah, qu'est-ce que c'est que ce spectacle? Et en fait, non, les gens rient énormément. Moi, je prends de plus en plus de plaisir à le jouer. Donc, il y a vraiment de la joie. Et c'est le plus beau des compliments qu'on me fait à la sortie de ce spectacle, c'est de dire, ouais, on est passé par toutes les émotions. Ce qui était un peu ma volonté, parce que pour moi, la joie de vivre, c'est ça. C'est-à-dire que la joie de vivre, c'est la vie dans toute sa complexité. Avec les moments difficiles de la vie, avec les moments très joyeux de la vie, avec ces entre-deux, des moments d'espoir, des moments où il y en a un petit peu moins, etc. Et c'est ce qui fait la beauté de la vie. Et plus on nous vendra un monde tout rose, et moins moins ce sera supportable pour les individus. C'est-à-dire que si on présente aux gens le fait que la vie est une panacée totale et que c'est d'extase d'un bout à l'autre, c'est sûr qu'on va tous être déçus, hein. Ça, voilà. Et en plus d'être déçu, on va être frustré, et puis ça va engendrer plein d'émotions très dures à supporter. Donc voilà. Donc là, j'arrive au terme de ces 6 mois de rodage, et j'ai l'impression de tenir un spectacle que j'ai envie de défendre. Et c'est important parce que on en parlait un tout petit peu avant l'émission. Ouais, c'est important parce qu'un spectacle, ça peut durer longtemps. Un spectacle en général, ça peut durer longtemps. Un spectacle d'humour, souvent, ça dure, si ça se passe bien, ça peut durer 3, 4, 5, 6 ans, même 10 ans parfois. Donc il faut être plutôt à l'aise avec ce qu'on raconte, que ça soit suffisamment dense et intéressant pour pas qu'on s'en lasse trop vite, que ça soit suffisamment varié aussi pour pas qu'on s'en lasse trop vite. Là, j'ai l'impression d'être parvenu à quelque chose, et je vis des moments vraiment très, très agréables avec les spectateurs. Voilà. Et est-ce que le fait de parler aussi pas mal de toi dans ce spectacle lui donne une saveur particulière par rapport aux autres pour toi? Peut-être un stress différent, je sais pas. Exactement. Ouais. Ah oui, tu ne pouvais pas me dire un stress différent. Ah oui, oui, c'est incroyable. Oui. C'est la première fois, par exemple, que je stresse vraiment à l'idée de le jouer devant des proches. Parce que ça parle vraiment de moi, de nous, moi, ma famille, mes proches, ma femme. Et donc effectivement, quand je l'ai joué là, les quelques fois où je l'ai joué, je savais qu'il y avait des proches dans la salle, leur avis, du coup, a une importance différente. Ouais. Maintenant que ça y est, c'est joué devant les gens vraiment importants, je crois que là, je me détends un petit peu sur le sujet. Comme j'ai pas encore beaucoup joué à Paris, j'ai peu de mes amis proches qui l'ont vu, et ça, je sais que ça va être aussi un moment important pour moi de le jouer devant eux. Et du coup, c'est un stress assez différent. Puis c'est un stress assez différent pour plein de raisons, mais c'est le premier spectacle que j'écris vraiment tout seul. J'avais envie de ce défi-là. Et puis en fait, ça s'est fait de manière tout à fait normale, parce que c'est un sujet tellement intime, et puis il fait tellement de recherches que c'était difficile de le partager. C'est-à-dire, soit je le partageais dès le démarrage, mais j'avais pas envie de le partager dès le démarrage parce que j'avais envie d'explorer, de me laisser libre. En fait, quand j'ai démarré ce spectacle, je me suis écrit à moi-même avant de démarrer ce spectacle. Et j'ai ce que les coachs disent, pose tes intentions. Alors j'ai posé mes intentions, mais vraiment je me suis dit, ok, pourquoi tu l'écris ce spectacle? Est-ce que c'est parce que tu as besoin de gagner ta vie, ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Et les deux sont pas forcément antinomiques, hein. Mais là, l'envie, c'était de me dire, j'ai envie de vivre le sentiment de création, de liberté. Et donc, je me suis fixé très peu de barrières, quasiment aucune. Ce qui d'ailleurs, à un moment dans l'écriture, m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup questionné, parce qu'il y a un moment, je ne savais plus où aller. J'avais des envies en parallèle. J'ai une note dans mon téléphone où j'ai, je sais plus, je crois 6 ou 7 canevas différents de spectacles, avec des registres différents. Et par exemple, j'ai une version de ce spectacle qui existe, un canevas, et il est pas entièrement écrit, en stand-up pur. Ouais. Et c'est pas du tout la voie que j'ai choisie. Enfin, il y a du stand-up, il y a vraiment de l'adresse directe au public, comme un stand-up. Puis il y a aussi des personnages, et puis il y a
des scénettes, et puis il y a des sortes de sketchs. Il y a plein de choses qui sont mélangées, et puis il y a une histoire en trame de fond et tout. Et en fait, c'est ça le choix que j'ai fait à un moment, c'est de me dire, il y aura de tout. Il y aura de tout parce que je me suis donné une excuse, c'était de me dire, mais dans la vie, il y a de tout. Donc, je me suis donné cette excuse-là, et puis je me suis dit aussi que j'aime plein de choses à la fois dans le théâtre et que j'avais envie de faire un spectacle dans lequel je me fais plaisir. Donc, je vais jouer des personnages et je vais faire du stand-up et et il y a un peu de tout. Il y a des jeux de mots, il y a de la poésie. Alors, quand je dis de la poésie, c'est pas vraiment, c'est pas des vers, mais il y a des images, je pense, assez poétiques pour expliquer, notamment ce qui se passe en soi autour des émotions, parce que en fait, c'est très abstrait, les émotions, puis à un moment, faut que ça s'incarne, et parfois, la poésie peut réussir à créer cette métaphore qui fait qu'on comprend un truc qui se passe en soi ou qui se passe en dehors du monde. Donc, c'est ça que je dis qu'il y a de la poésie dans le spectacle. Voilà, donc je ne sais plus quelle était la question de base, mais c'était le stress. Exactement, le Je suis fait arrivé que le ce soir. soit et tout à Waouh, fait. c'est super loin. Excusez-moi, chers Mais on auditeurs. adore. Non, et donc en fait, ça a généré un stress différent, mais ça génère en fait des émotions différentes de la vie. Et c'est Ouais. ça en fait aussi que je trouve assez merveilleux avec un spectacle, c'est que chaque spectacle est très très différent, et l'image que j'ai trouvée pendant ce rodage, et qui illustre le mieux ce que je ressens, c'est qu'en fait, un spectacle, c'est un peu comme une danse. Et donc, chaque danse est différente. Chaque partenaire de danse est différent. Donc, en fait, chaque soir, j'ai un nouveau partenaire de danse, et le seul à vraiment connaître la mélodie et la choré, c'est moi. Et donc, en fait, mon job, c'est de connaître suffisamment bien ma mélodie et ma choré pour que la danse se passe le mieux possible, que ça paraisse le plus fluide possible avec le partenaire, qu'il y ait des moments d'improvisation où on se laisse libre l'un l'autre, mais qu'il y ait des moments en fait de de simultanéité où on a l'impression qu'on communie ensemble, etc. Et je trouve que cette métaphore de la danse, en fait, il y a quelque chose, on est évidemment dans la salle, on est plus que deux, mais je ressens qu'on est deux, et ça veut dire que moi, mon travail aussi en tant qu'humoriste, c'est de bien connaître ma mélodie. Et chaque spectacle a une mélodie différente. C'est-à-dire que dans l'écriture, j'ai beau pressentir certaines choses, de me dire, tiens, cette scène, il faut qu'elle soit un peu plus courte parce que j'ai envie qu'elle soit très marquante pour le spectateur, qu'il y ait peu de mots, que ça soit incisif, que je parvienne tout de suite, que ce soit comme une sorte de de punchline, quoi. Euh, Quand je la joue, en fait, il se passe pas forcément ce que j'attendais. Et donc, toute cette période de rodage, c'était ça. C'était à la fois réécrire des moments du spectacle où je me disais, bon, bah là, je n'y suis pas, c'est pas compréhensible, ou là, j'arrive pas à faire parvenir l'émotion que j'avais envie de faire parvenir au spectateur. Mais c'est aussi parfois de se dire, tiens, là, j'ai l'impression qu'en fait, on se marche sur les pieds. Là, je laisse pas suffisamment de place au spectateur. Là, il pourrait faire un solo de danse, et je pourrais le regarder, me mettre à genoux et l'applaudir comme un danseur russe, quoi. Euh, et je le fais pas. Donc, comment je fais évoluer ça? Et, et c'était ça, 6 mois de rodage, c'était 6 mois pour apprendre la danse avec eux. Il y a plein de choses que j'ignore encore de ce spectacle, mais en tout cas, le gros de la mélodie, du parcours, aujourd'hui, je le connais, j'ai vécu plein de situations avec qui me permettent de me dire, OK, on va pouvoir danser, maintenant on danse. Mais du coup, ça veut dire que le spectacle a beaucoup évolué entre le début de ta tournée de rodage et aujourd'hui. Ah oui, il a énormément Ouais. évolué. C'est drôle parce que hier, j'avais une journée de travail avec mon metteur en scène, qui est Michael Chérignan. Et en fait, on a re-regardé des images de la toute première version parce qu'il y a un moment dans le spectacle où je me suis dit, tiens, j'avais l'impression que ça marchait mieux avant. Et en fait, c'était vraiment qu'une impression parce que quand on a regardé les images, ça marchait pas mieux avant. En fait, dans ce spectacle, je me suis astreint à plusieurs choses. La première, c'est que j'ai démarré, je souhaitais une période de rodage. Donc, je me suis mis dans l'état d'esprit de me dire, tu es là pour roder. C'est-à-dire que ta première ne sera pas parfaite. Globalement, c'est rarement parfait, hein, mais enfin dans ce métier, moi je sais, rares sont les soirs où je sors de scène totalement extatique en me disant j'ai vraiment tout bien fait, mais en tout cas là j'étais vraiment dans une démarche de me dire je vais améliorer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il faut que tu sois dans cette démarche-là pour pouvoir en profiter le plus possible. Je filmais tous les soirs pour pouvoir lâcher prise totalement quand je jouais, parce que si je sais que moi je suis pas capable de jouer en même temps de retenir ce qui se passe. Impossible, j'avais trop de choses, il y a trop de paramètres à gérer en même temps.
Donc j'ai filmé toute la présentation et les lendemains des représentations, je me faisais un débrief, je regardais les images et je m'écrivais ce qui marche pas. Je me disais: «Ah tiens, là, ce rythme, il est bon. Là, cette punchline, ça a mieux ri que la veille. Pourquoi ça a mieux ri que la veille?» Essayer de préciser ces choses-là pour que, ce soit le plus agréable, le plus compréhensible, le plus touchant, le plus vivant, tous ces paramètres-là qui rentrent en compte. Et au bout de 2 mois et demi, j'avais fait une vingtaine de représentations dans des cafés-théâtres. Donc j'ai la toute première version, toute première version, j'avais tout fait moi, y compris la mise en scène. Donc il y avait, il y avait 2 chaises, et un pied de micro, sur scène et je faisais tout, comme ça. Ce qui était génial parce que en fait, j'étais vraiment dans des comédie clubs et c'était la première fois que je pratiquais, c'est le comédie club, et et c'était génial de me dire, en fait, je viens en comédie club avec un spectacle qui ne ressemble à rien d'un stand-up. Ouais. Est-ce que ça va marcher, en fait? Est-ce que ça va fonctionner? C'était génial de se dire: «Ouais, même là, ça fonctionne». Je pose, 2 chaises, un micro, je fais, je sais pas, dans le spectacle, je crois, il y a 17 personnages, il y a 36 scènes différentes, qui se passent dans je sais pas combien de lieux, ça j'avais pas compté. Et en fait, les gens, à la fin du spectacle, sont trop contents et ça fonctionne. Ils partent avec moi, ils comprennent, toute l'histoire, quoi. Et au terme, de ces 2 mois et demi, j'ai commencé à travailler avec Mickaël, Chérignan. Hem Et en fait, on a fait une résidence de création. C'était un peu mon rêve. En fait, j'avais envie ça faisait toujours partie de ce truc de liberté. En fait, c'est ça le confort et le luxe que je me suis offert avec ce 3e spectacle. C'est de me dire, je vais pas me mettre trop de contraintes à l'écriture, je vais pas me je vais me faire un vrai rodage, je vais me faire une résidence de création. Et ça, en fait, je me rends compte que je me suis offert des cadeaux. Je me suis offert des cadeaux, c'était enfin, tout ça était vraiment super. Et cette résidence de création, on est parti pendant 2 semaines, créer en région parisienne, enfin, dans le sud de Paris. Avec, un grand créateur lumière qui s'appelle Laurent Béal, qui a fait la création en lumière de mes 2 précédents spectacles, avec Mickaël Chérignan et avec un régisseur. Et on avait un théâtre avec un plateau à notre disposition, des lumières et tout. Et chaque jour, on arrivait dans la salle, on se disait: «OK, qu'est-ce qu'on crée? Comment on fait?» et cetera. Et ça a été une vraie expérience, là aussi, de création. Et j'étais hyper content, moi, à un moment, de pouvoir, confronter mes idées à celles, de Mickaël, à celles de Laurent, à celles d'Aurélien, qui est mon régisseur. Et de tout, voilà, de tout créer réellement, de redonner une vie à ce spectacle, de revoir les choses que j'avais faites comme ça pendant 2 mois et demi où en fait j'arrivais avec de la confiance. C'est ça ce que ça m'a donné ce début de rodage, c'est de me dire: «OK, les gens comprennent». C'est-à-dire là, on va pouvoir créer autre chose et on va essayer autre chose pour améliorer le spectacle et on se laisse la possibilité de se tromper. C'est le premier truc que j'ai dit à mon équipe, artistique. J'ai dit: «Voilà, on a 2 semaines, on a le droit de se tromper. On va essayer des choses». On se dira quand on a l'impression qu'on se fourvoie et cetera, on se le dira. Mais on se laisse la possibilité de se tromper. C'est devenu, je crois, très rare aujourd'hui dans la création. Parce que les contraintes sont devenues telles, en fait, les enjeux financiers, le la raréfaction du temps, enfin tout ça qui va, souvent ensemble, fait qu'en fait, on n'a plus trop le droit à l'erreur. Là, moi, j'avais envie qu'on puisse se planter, qu'on puisse se dire: «OK, bon, là, on se plante» et il y a des trucs qu'on a essayé, où on a essayé de faire le spectacle, et on s'est dit: «Oh là là, non, bah, voilà, mais au moins on le sait qu'on peut pas le faire comme ça. Au moins on le sait» et c'était très, très important pour moi, en fait, de pouvoir aller au bout de ces tentatives-là et donc, au terme de ces 2 semaines, bah, le spectacle, existait en lumière, en musique, en mise en scène, en scénographie et puis, j'ai continué à faire la même chose. C'est-à-dire que là, après, je continuais à roder le spectacle, mais dans des salles un peu plus grandes, où on mettait en place toute la mise en scène. Et de voir aussi si, cette nouvelle version du spectacle fonctionnait, et de la peaufiner, encore une fois. C'est pour ça que la première version du spectacle s'appelait Peaufine, comme ça pendant plusieurs mois, parce que je savais même pas exactement quel titre il allait prendre. Au moment où on m'a demandé le titre du spectacle, j'ai trouvé ce truc qui s'appelait Peaufine. Je me suis dit: «Bon, bah, très bien, voilà, Peaufine, c'est intime, je vais peaufiner, Peaufine». Et c'est comme ça enfin, ça voilà, c'est là, la dernière représentation de cette période de rodage, c'était il y a 1 semaine, à Montbéliard et bah, là, dans 2 semaines, on part à Avignon, avec un spectacle qui, continuera d'évoluer, ça, sans aucun doute. Moi, j'ai envie de continuer à essayer plein de choses sur ce spectacle, mais en tout cas avec une base, qui maintenant, je suis suffisamment en confiance là pour,
attaquer Avignon. Et je dis attaquer parce que en fait, je sais que c'est comme un col du Tour de France. Là, il va falloir l'attaquer fort, Tracté. et aller au devant des spectateurs et vivre pleinement cette expérience totalement folle, ce mois en dehors de toute réalité du monde, quoi. C'est à la fois moi je trouve ça très grisant et merveilleux. J'adore ce moment d'Avignon, même si on y laisse toujours un peu des plumes parce qu'on sort totalement rincé de cette grande folie collective. Mais très heureux de pouvoir. C'est quand même extraordinaire. En tout cas, bon, oui, c'est quand même très extraordinaire d'avoir un mois ou 3 semaines, une ville en France entièrement dédiée au théâtre. C'est quand même. Pour moi, ça ressemble. S'il y avait une définition du paradis, ce serait à peu près ça, quoi. Avec un tout petit peu de chaleur en moins, parce que là pour le coup, c'est l'enfer. Ou la clim. ou de la clim, mais ouais, tous les gens viennent là pour vivre du spectacle vivant, quoi, pour éprouver ce truc-là des spectateurs, avoir aussi de casser cette barrière entre les spectateurs et les acteurs. Ça, j'aime beaucoup dans Avignon. Euh, et voilà, et donc j'ai vraiment hâte là que ce spectacle existe à Avignon, de voir quels vont être les retours des spectateurs. J'ai déjà plein de messages sur les réseaux sociaux de gens qui m'ont dit « Ah, mais on était venu vous voir en 2015 dans un tout petit théâtre, on a hâte de vous voir là dans votre nouveau spectacle. » Ouais, voilà. Donc ça, c'est Avignon, et j'ai hâte. Trop bien. Et donc, dans ce spectacle et dans tous les autres spectacles, tu interprètes plein de personnages différents. Ouais. Et d'où te vient l'inspiration pour ces personnages? C'est en regardant autour de toi? Comment ça marche? Oui, c'est en regardant autour de moi, et puis c'est en me fixant des contraintes, en fait. Parfois, c'est peu de choses à mon sens, parfois c'est peu de choses de créer un personnage. Ça peut être juste un truc de voix. Ça peut être, par exemple, de sauter. Alors, de sauter, ça va m'amener dans quelque chose, et d'un coup, après, c'est de me laisser libre d'essayer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je travaille le sautement, et il peut y avoir plein de sautements différents, quoi. Je peux aller vers un personnage, c'est comme ça. Qu'est-ce que ça génère en moi, et vers où ça m'emmène, dans quelle direction? Et parfois, c'est vraiment peu de choses. J'avais découvert ça grâce à un conseil que m'avait donné Jean-Laurent Cochet à l'époque. Il m'avait dit, il disait, chaque personnage a sa respiration. Et par exemple, pour faire l'expérience de la respiration du personnage, quand vous êtes sur la plage, marchez dans les pas d'un autre. Et c'est incroyable, vous ferez l'expérience, marchez dans les pas de quelqu'un d'autre. Et vous verrez, plus rien, vous êtes plus la même personne. Moi, je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux de jouer plein de personnages, parce que j'ai l'impression qu'on explore des facettes de sa propre personnalité. Des choses qu'on est un peu, mais pas tout à fait. Et je crois qu'on se sent tous un peu personnage. C'est-à-dire que je crois qu'il y a des matins où on se réveille, on est un peu quelqu'un, et puis dans la journée, on est un peu quelqu'un d'autre. Je crois qu'on n'est pas exactement la même personne quand on parle à ses parents, quand on est soi-même parent, quand on est au travail et qu'on parle à son boss, quand on est au travail et qu'on parle à son collègue. On a en nous plein de personnages. La chance de le faire au théâtre, c'est que en fait, il y a aucune limite, ou presque aucune limite, et que les gens l'acceptent totalement. C'est-à-dire qu'ils viennent aussi pour ça, pour voir des personnages. Et en fait, c'est une chose qui est venue qui est venue assez naturellement, en fait. Quand j'écrivais, il y avait des personnages. J'ai toujours aimé les humoristes qui font des personnages. Ulysse Céron, par exemple, moi, ça me plaît énormément. Ça me fait hurler de rire, hein, je le trouve extrêmement brillant là-dedans. Laurent Lafitte avait fait un spectacle de personnages qui était totalement incroyable. Voilà, il y a plein de comédiens comme ça, je me dis, ouais, c'est sensationnel. Et je m'y suis essayé déjà dans pourquoi il y avait des personnages. Je pionce donc je suis, il y en avait énormément, et c'était vraiment aussi le cœur de ce spectacle-là. Et j'ai appris, grâce à Je pionce donc je suis, et une metteur en scène formidable qui s'appelle Clotilde Dagneau, à approfondir mes personnages. Et puis, il y avait aussi, j'ai fait une formation chez Jacques Lecoq, qui est une école qui est spécialisée sur le corps. Et donc, de dire à un moment, bah voilà, je marche dans les pas d'un autre, mais ça peut être autre chose, ça peut être juste je boite. Je boite du pied droit. Tiens, qu'est-ce qui se passe quand je boite du pied droit? Et en fait, d'un coup, on sort d'une sorte d'évidence de comment est son corps, de comment j'agis avec le monde. Et ça, je trouve ça très stimulant, je trouve ça très amusant comme jeu, vraiment. Et puis, en fait, le fait d'avoir fait
d'avoir joué plein de personnages dans Je pense dont je suis, on m'a proposé de passer l'audition du Montespan. Et la partition que j'avais dans le Montespan, c'était exactement ça. On me demandait de faire 20 personnages, tous très, très, très différents les uns des autres. Et c'était un travail vraiment génial parce que là, pour le coup, il a fallu que je travaille réellement, j'allais dire, l'art du personnage parce que il y avait des personnages qui avaient 3 répliques, il y en avait d'autres qui avaient des scènes très longues. Mais en tout cas, il y a sur ces 20 personnages, il fallait que les spectateurs aient l'impression que ce soit 20 personnages très différents les uns des autres. Et là, c'était de me dire: «OK, sur quel levier Ouais. je peux jouer, la voix, le corps, le costume, la coiffure, heu, l'intonation, le rythme?» Et j'avais, voilà, tous ces paramètres-là et puis, avec l'équipe du Montespan, on a essayé des choses. J'avais un metteur en scène génial, Étienne Launay, qui m'a permis d'essayer plein de trucs et j'avais des partenaires qui me permettaient d'essayer plein de trucs aussi et de sentir avec eux, ce que ça donnait, ce que ça voilà et j'y prends vraiment énormément de plaisir et du coup, dans ce spectacle-là, il y en a aussi, il y a je crois, je sais pas, j'ai compté, je crois il y a 17 personnages. Ouais, c'est énorme. Ouais, ouais, c'est super et ça me plaît, toujours autant. Et puis ça me plaît, en fait, parce que, c'est marrant parce que, alors, là, le Montespan, justement, va arriver en VOD aussi. Il sera sur Ah ouais, Canal, génial. la 1re diffusion, c'est ce soir. Alors bon, voilà et en fait, la dernière représentation du Montespan, c'était quelque chose de très émouvant pour moi parce que j'avais l'impression de dire adieu à chacun des personnages que j'avais créés. Et j'ai vécu vraiment des trucs incroyables avec le Montespan. Enfin, on a vécu avec ce projet des choses totalement incroyables. On a démarré à la Huchette, on a fini dans la grande salle Du du théâtre, gymnase. ouais, du théâtre du Ouais. gymnase. Enfin, c'était merveilleux et j'ai vraiment eu un lien très fort avec ces personnages. Euh, et donc, je me suis écrit là ce matin, en fait, je sais pas, je me disais, ouais, ce soir, il y a la Capta qui sera sur Canal et oui, je leur ai dit adieu, j'étais triste, mais je sais que je pourrais les retrouver, Mmh. en allant les voir, sur Canal. Tu vas la C'est regarder? ouais, je pense que je vais la regarder et puis c'est sûr que je vais pleurer parce que ça va me rappeler plein de Ouais. souvenirs et que c'était une aventure vraiment, très intense et très, très joyeuse. Hem et j'adore, créer des personnages. J'ai encore envie d'en créer plein, il y en a encore plein que j'ai pas explorés, quoi. Mmh. Donc ton dernier spectacle s'appelle Il y a de la joie. Et toi, qu'est-ce qui t'apporte de la joie? Ah bah, c'est le cœur de ce spectacle. Ah, c'est super parce que c'est le cœur de ce spectacle. Alors, qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Et ben, de faire rire les autres, heu de manger. Ça m'apporte beaucoup, beaucoup de joie de manger. Ça m'apporte trop de joie de manger et ça me pose vraiment des problèmes. Comme beaucoup d'humains sur cette Ouais, planète, hein. ouais. Mais justement, c'était aussi un peu au cœur de de ce spectacle, c'est de se dire Mmh. où est-ce qu'on peut trouver de la joie? On sait où on peut trouver de la contrariété, ça on arrive assez bien à l'identifier, mais c'est un vrai travail, et c'est un des fils rouges du spectacle de où est-ce qu'on trouve de la joie. Donc oui, faire rire les autres, rire moi-même, passer du temps avec mes amis, passer du temps avec mon enfant, ça me procure beaucoup, beaucoup de joie. Hem, Aller voir des beaux spectacles. Heu, Ça me manque un peu parce que forcément j'ai beaucoup, beaucoup, joué moi-même ces derniers temps. Donc, là à Avignon, je vais essayer de me gorger de spectacles, mais je trouve que c'est une source immense de joie. Heu, les nouveaux mots, apprendre des nouveaux mots, ça c'est vraiment, vraiment, ça c'est du champagne pour mon cerveau, les nouveaux mots. Mmh. Ça m'arrive, assez fréquemment d'ouvrir un dictionnaire, juste pour me faire ce petit plaisir de me dire: «Tiens, aujourd'hui, je vais en apprendre un nouveau». Voilà, ça c'est vraiment des grandes sources de joie. Hem Manger un cookie, par exemple, là, juste avant de venir, j'ai mangé un cookie, je me suis dit: «Tiens, ça, c'est de la joie, ça. Ça, c'est de la joie, ronde, sablée avec de la pistache». C'est vraiment plein de joie. Voilà, donc il y a plein de choses, qui me procurent de la joie et je trouve que c'est un joli cadeau qu'on peut se faire à soi-même, c'est je l'ai sur mon téléphone, c'est de s'ouvrir une note avec ce qui nous rend joyeux. C'est au cœur du spectacle, notamment parce que dans les lectures du spectacle, et ça je le conseille beaucoup, aux auditeurs, lisez un livre génial qui s'appelle Le sel de la vie de Françoise Héritier. C'est un tout petit livre. Alors Françoise Héritier, c'est une anthropologue, absolument, fantastique qui est décédée, il y a quelques années, mais ce livre n'est pas du tout un livre d'anthropologie. C'est un petit, c'est une compilation des choses qui font, selon elle, le sel de la vie. Et ça se lit vraiment, c'est un petit régal. C'est le livre que j'ai le plus offert dans ma vie autour de moi et quand j'ai découvert ce livre, je me suis dit: «Ah,
c'est génial de faire ça et de le faire soi-même. C'est-à-dire de se dire, je sais pas, je rentre d'une journée de vacances et je me note ce qui m'a rendu joyeux aujourd'hui. Je rentre d'une journée de travail éreintante. Qu'est-ce qui, quand même, dans cette journée, m'a rendu joyeux? Et parfois, c'est des petites choses, parfois, c'est des choses beaucoup plus grosses qui nous arrivent, mais c'est un peu différent, à mon sens, que ce qu'on décrit comme le journal de bienveillance ou de Gratitude. de gratitude. Ouais, pardon, de gratitude, exactement. Moi, il y a un truc avec le mot gratitude qui me parle pas. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'être soumis à quelque chose. J'ai l'impression de pas être acteur dans le principe de la gratitude. La joie, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de voilà qui me parle plus. Et puis en fait, on se rend compte que quand on va mal, en fait, on n'a pas de place de cerveau disponible pour aller bien. C'est tout problème. Et en fait, le fait d'avoir cette liste-là pas loin de soi fait qu'à un moment, en fait, on peut l'ouvrir et se dire ah tiens, manger des chips, manger une glace très froide quand il fait très chaud, la sensation de l'éventail avec le vent dans un moment chaud, manger un muffin au Nutella. Enfin voilà, toutes ces petites choses-là sont des petits antidotes pour ce genre de moments un peu durs qu'on traverse. Et donc voilà, j'en parle dans le spectacle. Et si vous avez l'occasion de lire Le sel de la vie de Françoise Héritier, c'est génial. Merci pour la reco. Je t'en prie. Et merci Mickaël pour cette interview. On peut te retrouver au Festival d'Avignon Sacha. du 5 au 26 juillet. Oui. Donc dans Il y a de la joie, au Théâtre des Lucioles à 11h50, sauf le mercredi. Là, ce sera Bacalo et théâtre, j'imagine. Exactement, ouais. Et ça serait dommage de rater ça. Merci à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, c'est la fin de cette interview. Si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast, à le partager autour de vous et à vous abonner bien sûr pour être au courant des prochains épisodes. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast Et si on allait au théâtre ce soir. Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie, parce que ça la rend plus jolie. Bye bye. Free audio post-production by alphonic.com.